Une entreprise qui est capable de dépenser plus qu'une autre en acquisition de nouveaux clients est forcément gagnante. C'est une croyance erronée, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Souvent, malheureusement, on pense que celui qui est capable d'aligner le plus de billets en publicité, que ce soit sur Google ou sur Meta, c'est celui qui va rafler la mise. Heureusement ou malheureusement, c'est faux et on va voir ensemble pourquoi. C'est pas juste la capacité à aligner des billets en acquisition client qui fait la différence. On va remettre ça dans une perspective un peu plus globale, un peu plus 360, un peu plus holistique, vous utilisez le terme que vous voulez. Et pour ça, on va utiliser un ratio qui est popularisé à fond en ce moment par Alex Hormozy, qui est un peu un gourou américain du business, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'accompagne encore aujourd'hui sur mon business. Si vous connaissez déjà le bonhomme et que ça vous intéresse, je vous mets juste ici la playlist avec tout le suivi des différents workshops que j'ai pu faire à Las Vegas dans leurs locaux. Sinon, pour revenir à ce ratio, donc le LTV sur CAC, déjà on va définir ce que c'est et après on va voir pourquoi il est souvent mal compris et comment vous pouvez bien l'utiliser pour faire la différence par rapport à vos concurrents. Donc déjà, le ratio LTV sur CAC, si on redécompose, j'en ai déjà parlé sur la chaîne aussi, mais LTV, ça va être pour Lifetime Value, donc la valeur que va avoir un client sur toute sa durée de vie. Donc c'est là où après on verra aussi que la durée de vie d'un client, il faut savoir la calculer et aussi il faut savoir la timer. Parce que même si les clients restent chez vous pendant 5, 10, 15 ans, parfois il faut quand même restreindre un peu cette fenêtre-là, au moins pour le calcul du ratio LTV sur CAC. Là où c'est piégeux, il y a deux façons de calculer la LTV. Même Alex Hormozy, il a changé un peu de braquet entre les deux. La LTV de base, c'est censé être le chiffre d'affaires que va générer un client chez vous pendant toute sa durée de vie, donc en chiffre d'affaires brut. Donc on inclut dedans le coût du produit, le coût du marketing, le coût des charges fixes que vous avez en tant qu'entreprise. En fait, avant, il le splittait avec LTV d'un côté et LTGP de l'autre, donc Lifetime Gross Profit, où on était vraiment là sur une logique de marge. Aujourd'hui, il considère que la LTV, ça doit être directement la marge et non plus le chiffre d'affaires. Donc, il faut déjà enlever, par exemple, le coût des produits ou le coût de livraison d'un service si vous êtes dans le service. Donc, en gros, ça va être tout l'argent que vous récupérez grâce à un client en échange des biens ou services que vous allez lui fournir sur une période de temps donnée. Donc, ok, très bien, ça c'est une métrique qu'on connaît très bien, surtout quand on est fort en CRM et qu'on a l'habitude de bien suivre ces données à ce moment-là. Donc, typiquement aussi avec les éléments comme la RFM, récence, fréquence, montant, qui est un autre élément qu'on retrouve souvent en CRM pour essayer de maximiser les profits qu'on va tirer à chaque nouveau client. Donc ça, c'est cool, c'est le jackpot. Par contre, c'est minoré par ce qu'on appelle le CAC. Le coût d'acquisition client, ça va être la somme de tous les efforts marketing que vous allez mettre en place pour acquérir un nouveau client. Parfois, on distingue avec le N, petit n CAC, donc le petit n pour new. Dans l'idéal, c'est bien de raisonner en CAC comme un nouveau client quoi qu'il arrive en fait. Après, les efforts de rétention et de fidélisation, on peut les mettre un peu après, ou les efforts de fidélisation ou de rétention, ça vient complexifier le calcul et c'est quand même une autre histoire. Si on est puriste, on se dit ok, en fait, il faudrait quand même minorer du coup cette partie-là de la LTV, mais on va pas rentrer dans ces détails-là. Donc, si on refait le schéma, qu'on a d'un côté la LTV qui va être finalement des euros gagnés, gagnés, hop, avec finalement, si vous avez par exemple 4 achats par an parce que vous vendez des cures de 3 mois et que la personne vient racheter tous les 3 mois sa petite cure, vous allez avoir 4 achats. Et si par exemple à chaque fois c'est 60 euros, donc on va mettre 4 fois 60 euros, 6 fois 4, 240 euros. Donc ça c'est en chiffre d'affaires. Admettons que vous margez à 50%, on va fonctionner ici du coup c'est la LTV au sens ancien où on l'entend en valeur de chiffre d'affaires. Si en fait vous margez à 50%, on va faire en fait 4 fois 60 fois 50% égale, si je suis pas trop con en maths, normalement ça fait ça. Et donc ça c'est la LTGP. Donc si vous êtes puriste, vous pouvez aussi utiliser ce ratio-là, qui a moins cet effet pernicieux de dire ok, mais en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de la marge. Si par contre vous êtes en phase de conquête de marché, là c'est intéressant, vous pouvez vous dire ok, peut-être que je peux sacrifier ma marge pour aller chercher des nouveaux clients, parce que peut-être qu'un nouveau client m'en ramène 3 par logique d'ambassadeur, parce que j'ai très bien géré mon programme CRM. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est à vous de choisir en fait si vous voulez raisonner en chiffre d'affaires ou en marge. Tous les business n'ont pas la même problématique à ce niveau-là, malheureusement. Donc ça rend difficile le fait de faire des généralités dans des vidéos comme ça. Donc une fois qu'on a ça, en fait, par exemple, et si pour acquérir un client, vous savez que le coût d'acquisition client, typiquement, vous avez une espèce de quote-part de votre outil CRM quand même, parce qu'en fait, vous savez que sans les abandons paniers, vous savez que sans les win-back, donc les emails qui vont permettre à la personne de dire coucou, ta cure elle est bientôt finie, bah, vous rétrocédez une partie de ce coût-là dans l'acquisition client, ok, donc ça admettons c'est un sujet, on va dire ça vous coûte 10. En acquisition, on va dire vous mettez des ads et vous devez pas tâter parce que la personne, si on reprend l'exemple des cures, c'est un achat impliquant, la personne elle a besoin d'être informée avant, elle va faire les différentes phases, notoriété, considération, achat, etc. Donc on va dire il y a plusieurs clics, il y a plusieurs visites, etc. Et vous avez un taux de conversion qui n'est pas forcément optimal à ce moment-là. On va dire que votre coût d'acquisition il est à 30. Donc ça fait que si on additionne les deux, hop, on est à 40 euros. Donc votre ratio LTV sur CAC, à ce moment-là, hop, LTV sur CAC, on écrit comme ça,
il va être à 120 sur 40. Hop, il est donc à 3 pour 1. Hop là. Donc 3 pour 1, selon Alex Hormozy, c'est ce qu'on va retrouver dans des entreprises qui sont en phase de croissance, qui veulent aller gagner des parts de marché parce qu'elles sont assez agressives pour mettre de l'argent sans en récupérer énormément non plus derrière. Donc là, on le voit finalement, on met 1 euro sur la table, on n'en récupère que 3, ce qui nous permet de dérouler beaucoup plus. À l'inverse, si on était dans une phase de consolidation de marché, il faudrait plutôt aller viser du 10 pour 1, et encore une fois, c'est des généralités, c'est adapté à votre cas particulier, à vos niveaux de marge particuliers et au coût d'acquisition dans votre verticale, ça c'est un autre sujet. Et donc là, dans l'exemple, si on devait aller chercher un 10 pour 1, si on se dit, ok, en fait, on a craqué le marché, et maintenant, c'est l'heure de la marge, c'est l'heure de consolider et de rémunérer les actionnaires et les employés, admettons. Si on était à 10 pour 1, en fait, en acquisition, on aurait un budget qui est moindre. Donc ça veut dire qu'on pourrait moins se permettre d'aller mettre de l'argent pour acquérir des nouveaux clients parce que soit on a déjà une base qui est significative et ça coûte trop cher parce qu'on commence à toucher le point d'inflexion des rendements marginaux décroissants. Je rentre pas dans la leçon d'économie, mais en gros, au bout d'un moment, quand vous investissez à balle en ads, il y a un moment où l'euro investi en plus ne rapporte pas autant que l'euro précédent parce que il y a une phase en fait où la courbe se lisse à la fin et elle se flattise, c'est un peu un anglicisme, mais en gros la courbe devient de plus en plus plate et à un moment, même si vous injectez de l'argent sur un type de campagne en particulier, vous n'allez pas récupérer plus que ça. Donc à ce moment-là, et je fais la mini digression, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous allez explorer des nouveaux leviers, des nouveaux types de campagnes. C'est pas forcément des nouvelles régies. Par exemple, si vous avez touché ce point d'inflexion sur un type de campagne sur Google Ads, vous pouvez aussi aller chercher d'autres types de campagnes. Il y a plein d'autres éléments qu'on peut faire dans un compte publicitaire. Donc si on revient à l'exemple, si on devait atteindre ce ratio de 10 pour 1 avec l'exemple qu'on avait donné, ça veut dire qu'en fait on aurait beaucoup moins d'argent pour aller acquérir des clients parce que en fait notre 40 qui est ici, si on voulait le 10 pour 1 avec toujours ce 120 euros de LTGP, donc de LTV mais raisonné en marge, finalement on n'aurait que 12 euros pour aller chercher de nouveaux clients. Donc en fait 120 euros de marge égale 12 euros de CAC cible. Et vous voyez qu'entre 40 et 12, vous allez forcément faire beaucoup moins de volume, vous allez être beaucoup moins agressif, vous allez beaucoup moins imposer une marque sur un marché. C'est pour ça que quand une marque débute, elle est quasi obligée de passer par cette phase de 3 pour 1. On a même vu des marques qui étaient sur du 1 pour 1 parce qu'il y avait de la finance derrière qui permettait de cracher du cash et justement d'aller brûler du cash, comme on dit, pour générer cette traction initiale en fait, sur laquelle on pourra se reposer plus tard. Donc vous voyez que à l'inverse, certaines marques qui démarrent avec le 10 pour 1, donc déjà avec des objectifs très élevés en termes de rentabilité, en fait, elles n'arrivent même pas à craquer le marché parce qu'il y a toujours des acteurs qui sont là, soit ils sont bien établis, ils ont la traction initiale et c'est très dur d'aller leur voler des clients, soit il y a des acteurs qui sont prêts à brûler plus de cash et qui vont plus tendre vers ce ratio de 3 pour 1 et donc on ne pourra pas se faire une place entre les gros déjà bien établis et les nouveaux qui ont les dents qui rayent le parquet. Et il y a un point essentiel que la plupart des gens oublient dans ce ratio-là, c'est que la LTV, là dans mon exemple, donc les 120 euros ou les 240 euros encaissés pour le coup, donc ces 240 euros là, combien de temps on a mis pour les avoir? En fait, on a eu, donc au premier trimestre, on a eu finalement 60 euros, au Q2, 60 euros, etc., etc. Le souci avec ça, c'est que les 40 euros qui sont là, hop là, ça ressemble plus à rien, mais vous voyez l'idée. Les 40 euros, admettons la personne, elle a cliqué au début du trimestre 1 et c'est son premier achat, ok? Donc elle a cliqué, mettons, le 12 décembre, ok? 12 décembre. Si je suis en facturation sur mes comptes publicitaires, on va dire je suis à 30 jours à la fin du mois, donc on va dire que je vais payer au 31/01. Admettons, on est sur du monocanal, on fait que du Google Ads ou que du Meta Ads, peu importe, et vous êtes en facturation, vous payez globalement, avec ça, vous avez 7 semaines pour vous refaire et vous avez un décalage de trésorerie de 7 semaines. Le problème de ça, c'est que, admettons, vous êtes hyper agressif et ou vous margez pas à 50% et vous margez en fait à 30%, vous n'avez pas la même limonade ici. Et donc, admettons, ici, en fait, votre premier achat, il n'est pas de 60 et entre guillemets, même à 50%, si on raisonne comme ça, en fait, 50% de 60, ça fait 30, normalement, si je suis encore une fois pas trop mauvais en maths. Sauf que ici, le 31 janvier, vous allez payer 40 euros. Donc en fait, vous avez un décalage de trésorerie de moins 10 euros ici, qui va se combler uniquement à la fin du Q2 quand vous allez avoir eu les 30 euros ici qui vont revenir et vous serez ici à plus 20 euros. Et encore, on est sur une marge où je ne compte pas forcément tout. Et comme je le disais, je suis sur une marge à 50%. Si on était sur les 30%, pour le coup, là, on serait encore moins ici, puisque le 30 ici, ça ferait un petit 20.
ici, ça ferait un petit 20. Ça fait qu'à la fin du deuxième trimestre après l'achat initial, ici, vous seriez à 0. Donc ça veut dire que vous n'avez rien gagné, vous n'avez rien perdu non plus, mais vous avez fait une avance de cash de 6 mois. Et c'est pour ça que le marketing, c'est intéressant de le mettre en relation avec tout ce qui va toucher au contrôle de gestion et à la finance, parce que l'impact sur ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement d'une entreprise, il est fondamental. Et c'est pour ça qu'en général, tant qu'on n'a pas atteint ce point-là et qu'on n'a pas l'inertie des achats précédents, donc là par exemple, si on continue la boucle, au Q3, qu'est-ce que je vais avoir? Q3, j'ai encore mes 60 euros. Ça, c'est en admettant que vous faites bien le travail en fidélisation, c'est encore un autre sujet. On reviendra juste après sur ce qui se passe quand vous êtes sur un business à faible LTV, donc quand vous avez un achat, par exemple, en début de cycle et que le deuxième achat, il arrive soit très loin, soit jamais. On peut prendre des exemples comme le matelas ou le voyage, etc. Donc, si on reste vite fait sur la cure où il y a une forte récurrence des achats parce qu'on en fait des petits achats mais qui sont très récurrents. Donc là, au Q3, je me reprends 30 euros, je vais prendre cet exemple-là. On peut faire aussi l'exemple avec les 20 si vous voulez l'exemple avec une plus faible marge. Donc ici, on va être enfin à plus 50 et on commence à se voir venir. Là, ici, on va être à plus 20. Ça reste encore un peu compliqué. Là, ce qui est intéressant avec notre plus 50, c'est que dans l'exemple fictif qu'on a ici, acquérir un nouveau client, c'est 40 euros. Hop là, je l'en mets ici. C'est un 4. Oui, c'est un 4. Donc le CAC ici à 40 euros, ça veut dire qu'ici, vous avez l'argent pour aller rechercher un nouveau client. Donc vous voyez, cette espèce d'intérêt cumulé qu'on retrouve parfois en finance ou typiquement n'importe qui ici comprendra un livret A. Un livret A, vous le mettez à la banque, il va vous générer des intérêts et l'année d'après, les intérêts de l'année précédente vont eux aussi générer des intérêts et ainsi de suite. L'idée, c'est un peu la même chose ici, c'est que vous récoltez du cash qui va vous permettre d'être à nouveau plus agressif en acquisition. Et donc, ce qui nous intéresse, ça va être de réduire cette fenêtre-là. Pareil, j'en parle juste après, ce qu'on va appeler le payback, parce que plus on arrive à réduire le payback, plus on arrive à encaisser plus vite et dans l'idéal de l'idéal, ce que vous voulez comme payback, c'est un payback qui se situe dans cette fenêtre de tir ici, qui est la fenêtre à laquelle vous n'avez pas encore payé vos régies publicitaires, vous n'avez peut-être même pas encore payé vos fournisseurs, si vous les payez à 30 jours et que vous êtes très bon ici et qu'en fait, vous recevez le produit le 11 décembre, vous le vendez le 12 et vous payez votre fournisseur pareil à 30 jours fin de mois, vous le payez le 31 janvier. Bah donc vous avez un double effet qui se coule qui est de dire je paye et mes fournisseurs et mes régies publicitaires à un mois de délai et pendant ce temps-là l'argent travaille. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cet exemple fictif? Pareil, l'idée c'est pas de faire une étude de cas approfondie, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire là dans mon exemple avec 4 cures à l'année? C'est dire ok mais en fait peut-être que ça vaut le coup d'offrir une mini remise si la personne elle prend toute l'année tout de suite. Il y a peut-être que 10% des gens qui prendront ce pack là. Mettons un pack à on va dire 200 euros au lieu de 240. Ok, on fait une petite remise quand même conséquente. Mais en fait, ces 200 euros, l'avantage, c'est qu'ils arrivent ici et pas à la fin du Q4, donc à la fin de la première année, où il peut se passer plein de choses. Vous pouvez avoir perdu le client, il peut être allé ailleurs, etc., etc. Donc, le fait de collecter un max de cash en amont, c'est une bonne chose pour être plus agressif et surtout, ça sécurise votre acquisition. Donc maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait si on est sur un business à faible LTV? Donc par exemple, je prenais les matelas, on a aussi beaucoup de clients qui sont dans le mobilier ou dans les voyages. Bah, il y a des problèmes là-dessus, c'est que les gens vont pas changer de salle de bain tous les 2 jours. Les gens vont pas faire un voyage à l'autre bout du monde tous les 2 jours. L'empreinte carbone les remercie pour ça. Mais il y a un plus fort panier moyen en général sur ces achats-là. Donc ce qui se passe, c'est que pour la plupart de ces gens-là, vous devez être quasiment rentable dès le début, un minimum, et donc vous allez plus tirer vers ce ratio de 3 pour 1. L'avantage étant que normalement au sein d'un marché, ça se normalise. Donc c'est-à-dire que les différents acteurs d'une même verticale ont globalement les mêmes problèmes. Si c'est dans l'électroménager par exemple, tout le monde a des très faibles marges là-dessus, donc il y a moins de capacité à aller patater en acquisition. Et c'est là où c'est piégeux et où l'argent investi via les levées de fonds, etc., a fait beaucoup de mal au marché parce qu'il y a une espèce d'argent fictif qui arrivent sur le marché, il y en a qui arrivent avec des billets de Monopoly, et donc eux, ils peuvent être beaucoup plus agressifs parce que, comme on le disait, c'est un peu ce qu'on voyait sur cette brique-là, eux, ils ont du cash à revendre en fait. Ils n'ont pas cette problématique de dire ok, bah en fait, j'ai besoin de collecter un max pendant ma payback window. La payback window, pour la rapide explication, c'est la fenêtre à partir de laquelle vous allez avoir remboursé vos coûts d'acquisition. Donc en combien de temps j'ai récupéré par exemple ici mes 40 euros initiaux et en combien de temps j'ai encaissé ça par exemple. Si on prend un exemple connu, chez Starbucks, le coût d'acquisition il est énorme. Et pourquoi Starbucks se permet d'avoir un coût d'acquisition qui est énorme? Parce qu'ils savent que s'il y a des clients réguliers qui vont dépenser en moyenne 6 euros par jour tous les jours ouvrés de l'année quand ils vont travailler,
ben, ils savent que ça fait plus de 2 000 $ à la fin de l'année. Donc forcément, le coût d'acquisition, il est ridicule par rapport à ça. Par contre, la fenêtre à partir de laquelle cette personne devient rentable, ça peut prendre jusqu'à plusieurs mois. Mais là, on est sur un achat qui est vraiment fragmenté, on parle vraiment d'utilisation quotidienne avec un paiement quotidien, c'est complètement différent de la plupart des cas qu'on va avoir en e-commerce et en business de service. Donc pour revenir là-dessus, en gros, la payback window, vous allez chercher à la réduire le plus possible pour limiter les impacts en trésorerie, parce que vous n'avez pas forcément fait une énorme levée de fonds, votre banquier vous a pas forcément donné une ligne de crédit exceptionnelle non plus, peut-être que vous avez un découvert autorisé à 10, 20, 100 000, etc. Ou peut-être même que vous avez des lignes spécifiques là-dessus. Mais toujours est-il que dans un business normal, vous n'avez pas accès à une trésorerie illimitée et donc vous allez être limité à votre capacité à dépenser et à collecter l'argent le plus vite possible. Et donc il y a 2 points à retenir pour les business qui ont normalement une faible LTV ou en tout cas une faible récurrence des achats, parce que la LTV peut être forte à cause du panier moyen. Par exemple, si les personnes dépensent plus de 1 000 € en une seule fois chez vous, la LTV elle peut quand même être forte et la payback window peut être assez courte, parce que finalement si les gens repayent tout de suite, bah, très bien, en fait vous avez empoché les 1 000 € en une seule fois versus mes 120 ou 240 maigres euros de tout à l'heure que j'ai mis un an à les récupérer. Donc vous avez 1 000 € tout de suite. Par contre, en acquisition, vous êtes face à des acteurs qui ont les mêmes paniers moyens que vous, probablement, et donc vous allez devoir être plus agressif aussi en acquisition. Une des deux solutions, c'est de dire ok, je vais essayer d'être plus malin et de faire des investissements qui sont plus malins. Donc là, on fait de l'optimisation au niveau publicitaire, on fait de l'optimisation au niveau du taux de conversion pour se dire ok, en fait, quitte à payer pour aller chercher les gens, on va essayer d'en convertir le plus possible. Donc c'est ce qu'on appelle le CRO, Conversion Rate Optimization. Idem, je vous mets juste ici le lien vers la masterclass sur le CRO que j'avais pu faire avec mon camarade Kevin. Il y a même 2 vidéos, je crois, à ce sujet-là parce que c'était dense et on avait eu beaucoup de questions. Donc d'un côté, il y a le CRO et de l'autre, par exemple, ça peut être de dire, en fait, c'est une croyance limitante de dire que les personnes vont acheter un seul matelas dans leur vie. Peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être qu'ils ont 2 chambres, peut-être qu'ils ont des enfants qui ont aussi besoin d'un matelas, etc. Et donc, il faut quand même investir de l'argent et de l'énergie sur les leviers comme le CRM pour au moins comprendre ses clients, les réadresser et être là s'ils ont un deuxième point de contact, un deuxième point d'achat à aller faire. J'avais la discussion il y a 3-4 ans avec quelqu'un qui était justement dans l'écosystème du matelas et qui faisait zéro effort sur tout ce qui est winback, donc le fait d'aller rechercher des clients existants, parce qu'il se disait c'est bon, les personnes on vend en one shot et on les reverra pas pendant 10 ans. Et en fait il se trouve que c'est faux, et là 3-4 ans après, en CRM, ils ont mis les efforts et tout se passe bien. Et malheureusement, cette croyance limitante, elle vient souvent d'une méconnaissance du parcours client et de la vie des clients. Et par contre, comme on l'a vu, le fait de maximiser la LTV, ça nous permet d'être plus agressif en acquisition. C'est pour ça que la vision holistique, donc une vision globale, une vision panoramique de votre stratégie marketing, c'est ce qui fait toute la différence sur le marché, surtout quand on considère que le marché est complexe, mais ça fait des années qu'il est complexe, c'est juste qu'on enchaîne d'une complexité à l'autre. On voit que les business qui ont cette approche holistique, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils arrivent à faire travailler ensemble aussi bien l'acquisition, le CRO, le CRM, ils viennent backer ça avec de la stratégie créative, de la stratégie e-commerce, bref, tout est lié. Ça permet d'aller dans le bon sens pour une performance qui est durable, qui est sereine et qui est prédictible. Donc j'espère qu'en tout cas c'est plus clair ce ratio LTV sur CAC. Si vous me découvrez cette vidéo, je m'appelle Maxence Vanderzelmen, je suis le fondateur de l'agence Make Sense for Digital. On accompagne aujourd'hui plus de 40 clients sur l'ensemble de leurs leviers digitaux et on fait justement ces passerelles entre l'acquisition, le CRO, le CRM, bref, l'ensemble de leur stratégie digitale pour leur permettre de mettre des tacles à leurs concurrents parce qu'ils se créent un avantage compétitif en faisant tout travailler ensemble. Donc, si le sujet de l'approche globale vous intéresse, je vous invite à voir cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté, je vous raconte comment j'avais mis ça en place chez Tikamoon et on était passé de 2 à plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et je vous raconte comment j'avais mis ça en place quand j'étais directeur marketing. On se retrouve de l'autre côté.